on a parfois identifié Don Juan au diable, au grand effarement de Sganarelle, qui regarde égaré cet homme qui ne croit ni au loup-garou et ni à aucune forme d'autre chose que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Qu'est-ce que c'est que ce diable qui ne croit qu'en l'arithmétique? Qu'est-ce que cet homme? Quel homme, comme le dit Sganarelle? Qu'est-ce que ce grand seigneur méchant homme qui est Don Juan? Don Juan, me semble-t-il, est un héros du désir, et sans doute est-ce la raison pour laquelle il nous fascine depuis près de 5 siècles, depuis le moment où, à partir de la première version, celle de Tirso de Molina, espagnole en 1625, jusqu'à nos jours, en passant évidemment par celle de Molière, la version que nous connaissons le mieux, mais aussi le Don Giovanni de Mozart, et puis maintes autres versions, eh bien, il s'agit bien d'un mythe, et d'un mythe de notre Occident moderne, que cette forme d'héroïsme-là. Pourquoi? Peut-être sans doute parce que Don Juan est un archétype d'un individualisme supérieur. Un individu qui va jusqu'au bout de son désir, au mépris, et j'insiste bien sur le terme de mépris, de toute forme de convention, de loi, de normes. Et sans doute est-ce la raison pour laquelle il demeure héroïque. C'est-à-dire cette capacité au dépassement qui à la fois le rend dangereux et en même temps sulfureux et donc évidemment séduisant. Figure de séducteur auprès duquel on se brûle et qui finira lui-même consumé dans le feu par la statue qui le brûle. Un niveau de Don Juan, le feu le brûle. Et retour aux entrailles de la terre. Alors, pour ce moment-là, il s'agit bien d'un moment particulier, du début du XVIIe siècle, et en France, 1665, pour être très précis, le moment où Molière écrit Don Juan. Il me semble donc important de raisonner en termes de moment historique, de ce moment classique, qui n'est pas exactement le même, on va le voir au moment où le mythe naît en Espagne, temps de décadence, et moment où le mythe fleurit en France, âge d'or classique. Et donc, on va voir, ce sera une des manières d'aborder ce mythe, qu'il y a différents rapports à l'héroïsme du désir, et on va commencer, pour tenter de le comprendre, par se demander ce qu'est d'abord un héroïsme du désir. Apparemment paradoxe, si on pense à la notion même d'héroïsme. D'abord, le désir. Le désir, me direz-vous, tout le monde en a fait l'expérience, en tout cas, je vous le souhaite à tous, différentes formes de désir. Quand on parle du désir avec ce grand D-là, il s'agit évidemment du désir sensuel, du désir érotique, même s'il est maintes formes de désir. En tout cas, lorsqu'on pense à Don Juan, il s'agit de cette forme de désir-là, au point que ça a donné le donjuanisme, comme vous le savez. Mais, que signifie désir? Désir, d'abord, si on s'en réfère à l'étymologie, c'est en latin desiderium, c'est-à-dire le fait de constater et de regretter l'absence d'astre dans le ciel. Desiderium, decidus. C'est donc la perte de l'étoile, le désir. L'étoile n'est plus là, et on en déplore l'absence. La première conception du désir est celle d'un manque, d'une absence, d'un regret, voire d'une nostalgie. Et donc, cette définition du désir comme un creux, comme une sorte de trou, implique qu'il y a un déséquilibre dans le désir, un manque d'être finalement. C'est une première conception négative du désir, contre laquelle se constitue une partie de la philosophie qui considère au contraire que l'objectif, c'est l'absence de désir, l'absence de besoin également, en tout cas l'absence de trouble, l'absence de choses qui manquent, et donc une forme de plénitude. Cette absence de trouble-là, par exemple, qui sera donnée par les stoïciens comme l'ataraxie, le fait de devoir plus sentir quoi que ce soit comme forme de trouble, c'est finalement un antidote au désir comme manque. Mais à cette conception-là du désir déséquilibré, s'en oppose une autre. Un désir qui, lui, est au contraire affirmation. Un désir qui est marche en avant, qui est processus, progrès. Un désir qui, finalement, vaut non plus parce qu'il est vers quelque chose, mais qui vaut comme dynamique en lui-même. Ce désir-là, ce désir actif, eh bien, c'est le principe de vie, le principe de création, ce qui fait que le désir est ce qui permet même la procréation. Et donc, c'est non plus une conception réparatrice, dirais-je, mais une conception affirmative du désir. Le désir, donc on le voit, est pris entre deux acceptions, mais il est pris aussi entre plusieurs facultés, trois facultés, dirais-je. Si vous regardez les facultés de l'âme telles qu'elles sont thématisées
par exemple par la philosophie grecque, par Platon, eh bien, il y a trois parties de l'âme. Il y a la raison, le logos, la tête, qui conçoit, construit, et logique, le logos. Il y a le cœur, le thumos. Le cœur, c'est le courage. Rodrigue a du cœur, ce n'est pas simplement la générosité qu'on aura chez Descartes, c'est-à-dire le fait d'avoir une volonté et de suivre cette volonté, c'est une manière, pourrait-on dire, d'être en rapport avec soi, en adéquation avec soi. Donc le cœur, c'est le siège de la volonté, et c'est intermédiaire entre la raison et puis un troisième état, une troisième partie, qui est l'ordre des passions, des instincts, les trois parties du corps. Et donc ces instincts, c'est le ventre et le bas-ventre, les désirs, pourrait-on traduire, les appétits, en tout cas épitunia, en grec, c'est cette partie-là. Et l'homme est composé de ces trois parties qui correspondent d'ailleurs pour Platon aux trois parties de la cité, c'est-à-dire les philosophes rois qui dirigent suivant le logos, les gardiens qui vont défendre la cité avec courage, et puis ceux qui vont produire pour satisfaire les besoins de l'homme, les producteurs, les travailleurs. Trois parties de l'âme, trois parties du corps, et trois parties de la cité. Donc, dans ce trio, si vous voulez, où se place le désir? On pourrait considérer que le désir ne se place qu'au siège des appétits. Eh bien, c'est plus complexe que là, puisqu'il est quelque part entre la volonté et puis l'appétit. Donc, entre deux, traverse le désir. Et c'est une des choses que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, que cette dynamique-là du désir et cette difficulté à le situer. Puisque non seulement, en termes de faculté, on peut considérer qu'il est fluctuant, mais on peut aussi considérer qu'il a été approché de différentes manières. Le désir, troisième manière d'approcher la question, est quelque part entre les passions, la pulsion et l'instinct. La passion, qui est un concept classique, quand on dit par exemple j'ai une passion pour quelqu'un, j'ai un immense désir pour quelqu'un, est-ce que ça veut dire exactement la même chose? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la passion elle-même, déjà, elle a plusieurs sens, et c'est pour moi une de ces caractéristiques du désir que ce changement, que cette manière d'être assez insaisissable. Une des phrases que vous avez entendu prononcer par Don Juan, dans cette espèce de profession de foi de quelqu'un qui ne croit à rien, c'est « tout le plaisir de l'amour est dans le changement ». Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Il y a donc un rapport au temps de changement perpétuel. Et en ce sens-là, la passion elle-même a plusieurs sens qui a changé avec le temps, plusieurs sens différents. Le premier sens, c'est la passion du Christ, c'est-à-dire ce qui est subi, ce qui est ressenti, qui est éprouvé. Voilà. La passion au sens de subir et subir une douleur en particulier. Et cette passion-là est simplement souffrance. Et c'est contre cela, évidemment, que Don Juan va s'insurger. Don Juan n'est pas celui qui pâtit. Il est celui qui agit, qui est traversé par autre chose. Alors, pourrait-on se dire, la passion, c'est le deuxième sens, c'est ce qui vous soulève, ce qui vous pousse vers quelque chose, le désordre des passions, dira-t-on au moment de l'âge classique. Ce grand désordre-là. Que faut-il faire avec ces passions qui vous soulèvent, qui vous transportent, qui vont traverser Phèdre, par exemple, quelques années à peine après l'écriture de Don Juan? Eh bien, le désordre des passions provoque les désordres du corps, je le vis, je rougis, pâlis, tout le trouble, absolument, un trouble cellulaire dans mon âme est perdu. Donc ce trouble-là des passions, que faut-il faire pour le moment classique? Il faut tenter de les canaliser. Il ne s'agit pas d'interdire les passions, c'est impossible. Et tout le théâtre, comme Don Juan, vous montre le pouvoir des passions. Il ne s'agit pas de les interdire, c'est absurde. Mais il y a plusieurs stratégies par rapport aux passions. On verra que cette pensée stratégique, évidemment, Don Juan l'utilise. On peut d'abord ruser avec la passion. Par exemple, c'est ce que fait la princesse de Clèves. La princesse de Clèves est amoureuse d'un homme, mais son mari mort, elle va différer, elle va dire « nous nous verrons plus tard ». Plus tard. Elle ne dit pas non définitivement, elle dit plus tard. Et donc il s'agit d'une manière de ruser, comme Descartes le dit, avec la passion, quand on ne peut pas l'interdire, il faut trouver une forme de décalage. Autre manière d'aborder la passion, qui ne sera pas non plus celle de Don Juan, c'est la tentative de la contrôler par la volonté et par la raison. Par exemple, dans Cinna, Corneille, Auguste, l'empereur, apprend qu'il est trahi et qu'un complot a lieu contre lui par un de ses favoris. Et il a cette phrase sublime: « Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être. »
la maîtrise de soi, le fait de pouvoir dépasser ses passions par la volonté, qui va provoquer chez Auguste un geste de pardon, en tout cas de pardon officiel, c'est une manière classique d'affirmer son moi par rapport à la passion. Cette manière-là, qui est une manière héroïque, qui est celle du Cid également, le Cid qui va sacrifier son amour à son honneur, vous vous souvenez, en tuant le père de la femme qu'il aime, en préférant son honneur à cet amour-là, eh bien, c'est une manière héroïque, classique, cornélienne, de montrer qu'on peut dépasser ses passions, ne pas en être victime, mais s'en faire maître. C'est aussi d'ailleurs le mot de Médée chez Corneille, que vous reste-t-il en pleine débâcle? Moi. Et ce moi-là, c'est le moi de la volonté. Pourquoi je parle de ce modèle-là du rapport aux passions? Parce que c'est évidemment à l'inverse de ceci que va se construire Don Juan. C'est bien pour ça que nous sommes dans un envers de l'héroïsme, une autre face de l'héroïsme. Ce rapport à la passion-là, je pointe un troisième sens qui n'est plus le sens ni chrétien, ni le sens classique, mais un troisième sens qui sera le sens romantique de la passion, au sens où Hegel dira « rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion », eh bien, cette passion-là, c'est le fait d'être traversé par quelque chose de plus grand que vous, qui va faire que vous accomplissez de grandes choses. Je dirais que Don Juan n'est dans aucune des trois formes de la passion. Ni la passion qui subit, ni la passion qui se maîtrise, ni la passion qui pousse à accomplir de grands desseins, notamment dans l'histoire, puisque la passion romantique sera celle qui fait bouger le monde. Alors, si ce désir-là n'est pas la passion, au sens où nous voulons le voir, qu'est-il? Il n'est pas non plus, à mon avis, le pur instinct. Il n'est pas non plus la pulsion. Qu'est-ce que la pulsion? C'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous meut. La pulsion est à la frontière, me dira Freud, du biologique et du psychique. La pulsion est vraiment ce nœud-là où quelque chose se joue et qui fait que vous allez être mu, poussé à faire quelque chose. Donc on n'est plus dans la passion traversée, on est poussé à une autre forme de dynamique. Et cette pulsion-là a été observée bien avant la psychanalyse. Par exemple, chez Saint-Augustin, vous avez un discours sur les différentes pulsions. Et quelles sont ces pulsions? Il y a trois libidines, trois formes de libido, si vous voulez. La libido, ce sera la dimension érotique, mais il y a trois formes de libido. La pulsion qui vous donne envie de savoir, qui sera la curiosité. La pulsion qui vous donne envie de dominer, qui vous fait dominer. Et puis la pulsion qui vous donne envie de sentir. Libido siendi, désir, pulsion de savoir, pulsion de dominer, libido dominandi, et libido satiendi, pulsion de sentir. La sensualité, ou la concupiscence, comme le diront les pères de l'Église, la concupiscence. Alors, est-ce que le désir, c'est cette pulsion de sentir, de ressentir? Eh bien, à mon avis, non. Pas seulement, en tout cas, en partie aussi. Tout ceci vise à quoi? Le fait de tenter de traquer le désir, c'est de montrer justement qu'il est insaisissable. Il n'y a pas simplement manque ou affirmation, il n'y a pas la passion telle qu'on vient de le voir, il n'y a pas ces formes de pulsions-là qui font qu'on est simplement traversé, il est ailleurs. Peut-être que le désir est ce qui vous emmène ailleurs, ce qui vous déplace. Et peut-être que cet héroïsme du désir-là, c'est celui qui va impliquer la traversée et un rapport particulier au temps. Donc, voilà pour réfléchir sur les tensions réellement du désir même. À partir de là, que signifierait un héroïsme du désir? Il me semble que pour le comprendre, il faut d'abord se demander le rapport essentiel du désir et de l'amour. Effectivement, un désir qui serait un désir particulier, peut en tout cas, s'opposer à un ordre. Il peut même mettre en danger cet ordre, il peut le troubler. Un ordre qui s'impose, qui peut pouvoir s'imposer à tous, un ordre universel. Donc la loi est quelque chose qui cadre, qui définit un ordre, et le désir serait perçu comme une force de perturbation de cet ordre. Peut-être même, on le sait d'ailleurs, que la loi est ce qui provoque et accentue le désir. Vous le savez, il suffit d'interdire quelque chose, vous marquez interdit, et tout de suite, on a envie d'y aller, on a envie d'entrer. Ça, c'est interdit. Confère la parole de Dieu en Éden. Cet arbre-là est interdit. Que se passe-t-il? Évidemment, instantanément, le désir vient d'aller goûter ce qui est interdit. Donc, l'interdit provoque le désir, la loi, d'une certaine manière, provoque le désir, et elle pousse à quoi? À la transgression. La transgression, c'est la manière dont le désir n'est pas simplement une chose qui se déroule dans un univers sans repère,
c'est une manière, une certaine manière, de se renforcer, de se redoubler de plaisir en contestant, en contredisant la loi. Donc, on pourrait renverser l'idée que la loi est une chose, entre guillemets, rationnelle, entre une loi organisée et une loi qui est dans le devoir. La loi, normalement, c'est le devoir, et que le désir est de l'ordre du vouloir. On pourrait dire que le désir, lui, a sa nécessité, et que c'est la loi qui veut contrecarrer le désir. Et qu'il y a un rapport entre le désir et la loi, on voit, qui se noue de façon particulière. Tout cela est absolument essentiel, on va le voir, pour comprendre pourquoi Don Juan nous attire tant. Ce qu'il y a dans cet héroïsme-là de si particulier et de si singulier. Dans ce rapport entre le désir et la loi, il y a, à mon avis, une manière de comprendre un héroïsme paradoxal qui est l'héroïsme du désir. L'héroïsme, on l'a vu déjà, les 2 fois précédentes, est une forme de dépassement. L'héroïsme suppose d'aller au-delà de ce qui serait normal. C'est une manière, par des actes, par des exploits, d'affirmer une valeur essentielle, parfois plus essentielle que la vie même. L'honneur, le salut de la cité, l'amour pour une femme, un idéal. Et on a vu qu'une des caractéristiques de l'héroïsme est la capacité à braver la mort, à exposer sa propre vie au nom de telles valeurs. Il y a donc dans l'héroïsme, et notamment dans l'héroïsme chevaleresque, dont on a déjà parlé, une forme de don de soi, de dépassement, et finalement une forme extrême, j'allais dire de surhumanité, en tout cas une manière d'aller au-delà de ce qui serait attendu de la norme, avec comme marque particulière le courage. L'héroïsme, en ce sens-là, se réfère à des valeurs qui sont des valeurs qui peuvent être universelles, des valeurs morales, en tout cas, impliquent une éthique particulière. Que signifie donc, dans ce cas, un héroïsme du désir? Puisque le désir n'est pas universel. Je ne désire pas la même chose que vous. Nous pouvons vouloir certaines choses ensemble, mais comme le disait Roland Barthes, mon corps n'est pas le même que le tien. Nous n'avons pas le même corps, nous n'avons pas les mêmes désirs, nous n'avons pas exactement, on le sait très bien, un homme peut éprouver pour une femme du désir et d'autres hommes non. Autrement dit, il y a quelque chose de singulier dans l'expérience du désir, qui est une expérience, et pas une théorie, une expérience qui est vécue. Que signifie donc cet héroïsme du désir-là? Eh bien, peut-être que l'héroïsme du désir est une forme affirmée du désir, de la transgression, sans s'arrêter à la moindre limite. Mais, vous me direz, oui, mais là, c'est simplement une pulsion criminelle, c'est-à-dire ce que nous avons déjà observé, le fait de vouloir quelque chose, de ne s'arrêter à rien. Oui, mais il reste, à mon sens, en particulier chez Don Juan, une forme de grandeur dans cette quête-là de jouissance, dans cet appétit, qui est une manière, c'est une forme de défi qui est fait au monde. L'héroïsme du désir, c'est une forme de défi qui est fait à la loi. C'est une manière de dire à la loi, je suis au-delà de toi. Mais, paradoxalement, plus nous contestons la loi, et plus nous en montrons l'existence. Donc Don Juan a ce rapport paradoxal à la loi. L'héroïsme du désir qui montre la loi. Là, on commence à esquisser un contour, et on en voit les complexités, mais me semble-t-il, pour arriver à j'allais dire, pénétrer Don Juan, aller au cœur de ce qu'il caractérise, il me semble qu'il faut comprendre le moment dans lequel il se trouve, un moment de guerre entre des ordres et des désordres. On va s'intéresser en particulier au Don Juan de Molière. C'est après ce panorama, en tout cas ce questionnement sur l'héroïsme du désir, c'est maintenant au moment classique que je m'intéresse, et à cette guerre des ordres et des désordres. Si nous prenons le milieu du XVIIe siècle français, les années Molière, qui sont les années Molière, 1622-1671, cette cinquantaine d'années-là, et le moment où l'âge classique est clos en France, ce sont les années 1660-1680. Louis XIV arrive au pouvoir à sa majorité en 1661. Donc, ces 2 décennies-là, en particulier la décennie 1660, est considérée comme le cœur de l'âge classique en France. Qu'est-ce que le classicisme? On a parfois une idée
assez tranquille du classicisme, comme une chose qui serait apaisée, l'ordre, une manière harmonieuse, un équilibre, sans doute. Mais cet ordre-là est en combat avec des désordres. Et c'est à mon sens pour cela que la figure de Don Juan en est absolument essentielle. Dans cette lutte entre désordre et des désordres. Alors, comment s'articule cette lutte et pourquoi est-ce que Don Juan surgit à ce moment-là, en tout cas en France? Parce qu'il est au confluent, au cœur de trois enjeux, de trois valeurs, et que ces trois valeurs sont questionnées. La première valeur qui est questionnée, c'est celle de l'autorité. L'autorité est le lieu du conflit entre deux dynamiques. Une dynamique monarchique et une dynamique aristocratique. Qu'est-ce que la dynamique monarchique? La dynamique monarchique, c'est ce que le sociologue Norbert Elias appelle la dynamique de l'Occident. La dynamique de l'Occident, c'est le fait, dit Elias, qu'il y a une centralisation de plus en plus croissante du pouvoir. Bon, l'autorité va être concentrée entre les mains d'un homme de plus en plus. Et quel est le cas que Norbert Elias choisit? Il choisit, comme par hasard, la France. Il dit, voilà, en Occident, le pays qui a le plus concentré le pouvoir entre les mains d'une seule source, c'est la France. État central, centralisation, et cela commence déjà au XIIIe siècle, ça commence sous Saint-Louis, Philippe le Bel, Henri IV, et puis le pouvoir se concentre de plus en plus, évidemment, jusqu'à Louis XIV. Donc cette concentration-là de l'autorité royale, elle aboutit à une certaine définition du pouvoir. Et évidemment, cette forme-là de pouvoir va exciter davantage la contestation. Plus l'autorité est forte, plus le désir est grand de la contester. À cette logique-là de centralisation du pouvoir, à cette logique monarchique, s'oppose une résistance aristocratique qui va s'incarner dans un événement historique que nous connaissons, la Fronde. La Fronde, une dizaine d'années, une douzaine d'années avant l'écriture de Don Juan. Et Don Juan, en un sens, est un frondeur. C'est un grand seigneur méchanthomme, c'est-à-dire que c'est un grand seigneur qui récuse l'autorité. Eh bien, cette fronde-là, lorsque le jeune Louis XIV a 10 ans, c'est la noblesse, une partie de la noblesse, qui se rebelle et qui refuse de se soumettre à l'autorité royale. Et là, chose que Louis XIV n'oubliera jamais, il est obligé de s'enfuir et d'attendre que cette rébellion-là soit matée. Si vous vous promenez dans les jardins de Versailles, vous verrez notamment un bassin. Et ce bassin représente Vénus avec son fils, et autour, tout un ensemble de créatures monstrueuses, des crapauds, etc. Il faut savoir que Louis XIV, descendant du soleil, se pensait descendant de Vénus. Lorsque Louis XIV se promenait, ce qu'il raconte dans Manière de montrer le jardin de Versailles, eh bien, il s'arrêtait avec tous les nobles autour de lui, auprès de cette fontaine, pour leur rappeler que la rébellion contre l'autorité royale est monstrueuse. Et cette fontaine-là était faite expressément pour rappeler ce qu'a été la Fronde lorsque tous les monstres, toute la noblesse monstrueuse aristocratique, a tenté de contester le pouvoir royal divin. Puisqu'évidemment, cette monarchie absolue se dit divine. Donc, vous voyez comment cette tension-là entre deux ordres, un ordre monarchique et un ordre aristocratique, eh bien, travaille. Et Don Juan est clairement une figure, on le voit d'ailleurs dans cette version d'un grand seigneur, c'est clairement un aristocrate qui a poussé de façon négative cette contestation d'autorité et ce souci de soi, cette volonté d'individualisme, on pourrait dire, et cette affirmation de soi contre l'autorité. Première question, si vous voulez, première tension, l'autorité, et Don Juan, clairement, est un héros aristocratique qui conteste une forme d'autorité, une forme de loi. Deuxième valeur, qui se trouve là, elle aussi déplacée et comme ô combien, la liberté. Le moment classique, c'est le moment d'un débat, plus qu'un débat, d'un conflit violent entre, d'un côté, la religion en France dominante, autrement dit, une certaine forme du catholicisme romain, et puis, une contestation violente, le libertinage. Le libertinage qui existe justement comme une affirmation de la liberté. Et quel est le mot d'ordre de Don Juan? On aura un air célèbre, un aria célèbre, dans Don Giovanni Loisard, la libertà. La liberté, la liberté, la liberté. La liberté du désir.
la liberté de sentir, d'affirmer, la liberté d'être soi. Cette liberté-là, elle cherche d'autant plus à s'affirmer que, vous le savez, la religion ne s'exerce pas simplement dans le domaine privé, la religion est une religion d'État. La France sort depuis d'un siècle de guerre civile, de guerre de religion. Le protestantisme, les religions réformées, comme on les appelle, ont été tolérées, en partie, et dit de tolérance. Tolérance, ça signifie qu'on accepte leur existence, mais comme on peut. Avant, comme vous le savez, Louis XIV abroge l'édit de Nantes, et donc refasse une forme de persécution contre les minorités religieuses. Donc, l'Église catholique est une forme d'autorité et une forme de vérité qui impose sa vérité et qui définit une manière de penser qui, évidemment, est de plus en plus contestée. Elle est contestée pourquoi? Elle est contestée parce qu'il y a une affirmation d'une indépendance et d'une liberté de pensée qui, déjà, avec l'humanisme, s'était fait jour. Qu'est-ce que le libertinage? Le libertinage, ça n'est pas, comme on entend aujourd'hui, le sens moderne, simplement de jouissance sexuelle, de pouvoir pratiquer différentes formes d'expériences érotiques. Ça, c'est le sens moderne. Le sens premier du libertinage, c'est un affranchi. Libertinus, en latin, c'est un esclave affranchi. Quelqu'un qui a réussi à se libérer des chaînes, et qui est donc devenu un homme libre. Il y a donc la conquête de la liberté, un affranchissement, un système d'asservissement. Et évidemment, ce système d'asservissement, c'est une tutelle de pensée. Donc, un synonyme, si vous voulez, de libertin, c'est libre penseur. Le libertinage qui apparaît en France au moment où la figure de Don Juan apparaît en Espagne et qui va se développer, c'est d'abord l'indépendance de pensée. C'est finalement une étape entre l'humanisme et les Lumières. C'est le début de la laïcisation de la pensée. Le fait qu'on peut penser sans être soumis à une autorité qui va vous dire « tu as le droit de penser ci, tu n'as pas le droit de penser ça ». Kant dira plus tard « qu'est-ce que les Lumières? C'est ose penser par toi-même ». Eh bien, le libertin ose penser. Et il ose penser contre. Ça, c'est la figure du libertin qui est par exemple Cyrano de Bergerac, la figure historique de Cyrano, pas la version romantique dont je parlerai dans quelques mois, la version de Rostand, qui est une relecture de Cyrano. Le Cyrano originel, c'est un libertin, qui prend la plume et qui dénonce, qui attaque l'Église. Ensuite, le libertin a un sens de mœurs, si vous voulez, moral au sens de manière de vivre. C'est-à-dire que c'est celui qui va s'affranchir du mariage hétérosexuel, de la monogamie, et qui va expérimenter d'autres formes de sexualité. Et à un certain moment, les deux formes de libertinage vont se retrouver confondues. En particulier au XVIIIe siècle. On en parlera évidemment avec les eaux dangereuses la prochaine fois. Don Juan est un libertin. C'est ce que dit Sganarelle d'emblée, un libertin. Et les libertins sont dessous. Et c'est un libertin, pas seulement au sens, j'allais dire moral, au sens sexuel du terme. C'est d'abord un libertin de pensée. Celui qui ne croit à rien. Il ne croit à rien, en tout cas à rien de ce qui prétend lui être imposé. Donc, disais-je, si on voit les trois valeurs, première valeur, autorité, Don Juan est du côté de l'aristocratie, liberté, l'aristocrate libertin, et troisième valeur, la question de la vérité. La vérité met en présence deux ordres. Ces ordres-là sont le rationalisme et le scepticisme. Qu'est-ce que le rationalisme? Le rationalisme, c'est le fait, c'est un système de pensée qui affirme que la raison peut parvenir à la vérité. Par la raison, je peux atteindre la vérité, je peux toucher ce que sont les choses. C'est ce que dira Descartes. Je pense, je construis un raisonnement, et pour peu que j'ai un socle ferme dans mon raisonnement, je vais atteindre le vrai. En face de cette prétention à atteindre la vérité, il y a le scepticisme. Et toute la question de à quoi croyez-vous? Question que pose Sganarelle à Don Juan. Don Juan ne répond rien. Il répond oui, surtout, oui, certainement. Donc, il ne donne pas de réponse.
Le sceptique dit qu'il n'y a pas de vérité possible. On ne peut pas atteindre la vérité. C'est pour ça que la question que posait Montaigne, c'est la question que sais-je. Le sceptique ne peut même pas affirmer qu'il ne sait pas. Il peut simplement dire que sais-je. C'est l'ordre de la question. Et là, on voit pourquoi est-ce que Don Juan apparaît à ce moment-là. Il apparaît entre le rationalisme, entre la raison qui va calculer, qui va compter, 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et 4 et 4 sont 8, et puis le doute qui porte sur tout. Que reste-t-il quand on a douté de tout? Soi. Et pas un moi qui serait un moi intérieur, le moi du désir, l'individualité de l'expérience, ce qui traverse. Donc Don Juan, on le voit avec cette typologie des valeurs, est un libertin, aristocrate, sceptique, qui va utiliser la raison pour son propre désir. Dans ce contexte-là, dans cette guerre des ordres où surgit cette figure dangereuse et contestatrice, puisqu'elle met en cause l'ordre établi, Molière fait vraiment de Don Juan, à mon sens, une exception. Il n'y a guère que Tartuffe qu'on puisse comparer à lui. En effet, si vous regardez le système des personnages de Molière, ils se placent de part et d'autre de la vérité. Certains voient la vérité, certains sont lucides, et d'autres ne la voient pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne la voient pas? Parce qu'ils sont possédés par une manie. Ce sont des maniaques, au sens de la manie, c'est-à-dire la folie au sens grec. Ils sont possédés par quelque chose qui est plus fort que tout, et qui les pousse à faire tout ce qu'ils font. La manie d'Harpagon, c'est l'argent. L'argent, ma cassette. Les beaux yeux de ma cassette. Donc, l'argent qui fait qu'il veut absolument tout faire en fonction de ce critère-là. La manie d'Argan, dans le malade imaginaire, c'est évidemment la maladie, la santé. La manie du bourgeois gentilhomme, c'est la noblesse. La manie d'Alceste, c'est la vérité. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Être sincère à tout prix. Chacune de ces figures de Molière a donc une manie, ce qu'on appelle aussi une marotte au sens d'une chose. Vous savez, la marotte, c'est le bâton, c'est le bâton des fous, et c'est la chose qu'on regarde de façon obsédante. Ils ont une obsession, ce sont des monomaniaques qui ont une idée fixe. Et cette idée fixe implique qu'ils lisent le monde d'une certaine manière absolument. Alors me direz-vous, oui, dans ce cas-là, la manie est un désir. Oui, c'est un désir, et c'est un désir, si vous voulez, qui rend aveugle à tout le reste. C'est un désir qui est un désir opaque. C'est un désir qui n'a pas conscience qu'il est en train de transformer le monde pour le rendre à son image. Autrement dit, c'est une chimère. Ce sont des personnages qu'on appelle chimériques. Un autre terme, c'est le terme de visionnaire. Les visionnaires, vous savez, ce sont ceux qui ont des visions. Il y a une pièce du début du XVIIe siècle, contemporaine de l'apparition de Don Juan, ça s'appelle les visionnaires, et chacun a une sorte de manie. Vous avez une femme qui pense que tous les hommes l'aiment, et chaque fois qu'un homme la croise, il dit « je sais que vous êtes fou de moi ». Donc chacun a sa manie, si vous voulez, ce grain de folie-là. Les personnages de Molière, les personnages centraux, d'ailleurs tous joués par Molière, tous ceux-là en tout cas, sont des personnages à manie. Alors vous me direz « oui, mais donc Don Juan est un personnage à manie ». Quelle est la manie de Don Juan? L'amour, le désir, donc c'est le désir non pas d'un objet particulier, c'est le désir absolu. Et de surcroît, la grande différence entre Don Juan et les autres, c'est que Don Juan est lucide. Donc c'est un personnage qui est mu par une idée, un désir, c'est le désir en soi même, mais avec une lucidité parfaite qui va lui permettre de manipuler le monde. Les maniaques sont en général victimes de leur désir chez Molière. Il est très facile de manipuler Argan à la fin en lui disant qu'il va devenir médecin, on fait une sorte de cérémonie, et il est très facile de dire au bourgeois gentilhomme, on va faire une cérémonie turque et vous allez devenir le grand Mamamouchi, et voilà. Et donc, on entre dans un délire, on entre dans le délire de ces personnages, et ils y croient. Don Juan est le plus lucide de tous. Don Juan est non seulement celui qui ne se laisse pas abuser par son désir, mais qui est au contraire capable d'utiliser pour manipuler et transformer le monde. D'une certaine manière comme Tartuffe. C'est pour ça que ces deux personnages sont beaucoup plus dangereux que les autres. C'est pour cela aussi que Molière ne les jouait pas. Molière, dans Don Juan, joue Sganarelle. Molière, en Tartuffe,
joue Orgon. Il joue celui qui se fait avoir. Il joue la personne qui est abusée. Il joue la personne qui est victime de ces chimères. Pas l'homme dangereux au regard pénétrant qui va être capable d'utiliser les chimères des autres. De surcroît, et c'est là qu'on voit vraiment l'absolue singularité de Don Juan chez Molière, si vous regardez la manière dont ces chimériques, comme on pourrait les appeler, sont organisés, vous pourrez considérer qu'il y a deux valences, si vous voulez, deux grandes familles de chimériques. Il y a une famille, clairement, qui est d'esprit qu'on pourrait appeler bourgeois. Sganarelle. Vous prenez Sganarelle, par exemple, Sganarelle ou le cocu imaginaire. Sganarelle pense absolument qu'il est cocu tout le temps. Il pense tout le temps que sa femme l'a trompé, alors qu'elle n'a rien fait. Donc, il invente, il se nourrit de ce cocu-là, et ça l'habite absolument. Sganarelle, qu'on va voir dans l'école des maris, a fait tout pour contrôler sa femme, il l'empêche de sortir, et donc il a cette chimère absolue de la possession. Arnolphe, on est en 1662, d'accord? L'école des maris c'est 1661. 1662, Sganarelle devient Arnolphe dans l'école des femmes. Qu'a fait Arnolphe? Il a trouvé une orpheline de 4 ans, il l'a mis dans une maison enfermée en la laissant inculte, analphabète, il a cuisiné sa petite soupe dans un coin pour la rendre la plus bête possible, et donc on a là une sorte de tyrannie absolue pour dominer complètement eh bien, ce qui est son fantasme de l'épouse parfaite. Donc là aussi, on est dans une possession. Si vous regardez toutes ces figures qui sont ce que j'appellerais le Sganarelle, et qui vont jusqu'à Argan, jusqu'à Harpagon, on est dans la possession. Il s'agit de contrôler, d'accumuler, etc. Autrement dit, il y a un rapport bourgeois au monde qui est un rapport d'accumulation d'un capital, et ce capital, c'est cette folie, cette manie-là. Voilà une ligne. Don Juan n'a rien à voir avec cela. Don Juan n'accumule pas, Don Juan dépense. Il est dans la dépense. Vous me direz, il accumule les conquêtes. Oui, mais il ne les compte pas. Celui qui compte, c'est Sganarelle. Sganarelle à côté, qui chez Mozart, tient la liste, millettrée, d'accord? 1003. Il y en a 3, il y en a 15 en France, 3 en Espagne, etc. Donc il tient la liste. Don Juan, lui, passe d'une femme à l'autre, et on a l'impression que chaque femme nouvelle est la femme. Toujours la femme absolue. Elle est l'incarnation de la féminité. Tout le désir se concentre sur cette femme-là. Comme si la chose se jouait dans l'instant, et pas dans l'accumulation de la durée. Il ne garde pas toutes les femmes chez lui, il ne revient pas aux femmes. Et lorsqu'elle vire dans le Don Juan de Molière revient, il la voit comme une femme nouvelle, un charme nouveau, dit-il. Donc, Don Juan, à mon avis, n'est pas du tout dans cette éthique bourgeoise de l'accumulation, de la possession chimérique. Il est dans une éthique aristocratique de la dépense. Autrement dit, il n'est pas une fourmi, il est une cigale. Et en ce sens-là, il s'inscrit dans une lignée qui était celle des précieuses ridicules de la figure de Mascari. Mascari, vous savez, c'est ce valet qui se prend pour un noble et il se déguise, et il est comme ça dans une espèce d'ivresse, et donc il dépense, et à la fin il va se retrouver bâtonné et dénudé. Sauf que Don Juan n'est pas dans cette accumulation, il n'est pas dans cette éthique, si vous voulez, la cassette, la maladie, il n'est pas dans le contrôle, il ne va pas marier sa fille à un médecin, etc. Il est dans une dépense, mais une dépense lucide, là aussi. Et donc c'est pour ça qu'à mon sens, Don Juan est une figure exceptionnelle, qui peut devenir Tartuffe dans le 5e acte du Don Juan de Molière, il commence à devenir hypocrite, et là, Sganarelle dit, on a atteint le sommet avec l'hypocrisie en plus. On voit là que, et cela correspond à ce que je disais au début sur le caractère insaisissable du désir, il y a une forme de singularité absolue. Et je pense que Don Juan est cette figure de l'héroïsme singulier absolu. Alors maintenant, après avoir évoqué l'héroïsme du désir, questionner cet héroïsme-là, et le moment classique en voyant ces 3 valeurs et les tensions des ordres, et puis la manière dont chez Molière, ces questions, ces personnages chimériques trouvent en Don Juan un contrepoint, eh bien, on va maintenant s'intéresser plus spécifiquement, on va pas cesser de s'y intéresser, mais on va voir comment Don Juan lui-même est une figure contradictoire, et en même temps un archétype de ce désir-là et de ces tensions-là. Si vous prenez d'abord la figure de Don Juan chez Tirso de Molina, donc l'abuseur de Séville, pièce de 1625, c'est un théâtre qu'on connaît mal, le théâtre espagnol en France, on connaît beaucoup mieux, au combien le théâtre anglais, élisabétain, shakespearien. C'est un grand théâtre qui est méconnu. Il y a un nombre de pièces immenses. Par exemple, Tirso de Molina, l'auteur
de Don Juan, l'abuseur de Séville, a écrit 317 pièces. En général, on n'a pas lu. Quand on a lu une, c'est justement ce Don Juan-là. Don Juan 1625, qui reprend une pièce, qui reprend une histoire, même avant d'être une pièce, l'histoire qui a été rapportée d'un homme qui, à soir d'ivresse, aurait insulté la statue d'un homme et, raconte l'histoire, cette statue se serait vengée et serait venue tuer cet homme. Au début donc du mythe de Don Juan Tenorio, il n'y a pas de femme. Il y a un homme qui blasphème et une statue. On verra comment ce couple-là est au moins aussi essentiel que celui de Don Juan et les femmes. Un blasphémateur et une statue du commandeur. Chez Tirso, on a la particularité d'un Don Juan que l'appellerait un Don Juan primitif. Et il faut comprendre cela pour comprendre comment Molière, à mon avis, opère un Don Juan au second degré. Le Don Juan de Tirso de Molina, c'est un Don Juan au premier degré. C'est-à-dire qu'il vit complètement dans l'instant. Juste dans l'instant. On va me dire, mais Molière aussi. Pas exactement. À mon sens, Molière présente un Don Juan avec un projet. Qui n'est pas du tout l'homme sans projet de Tirso. D'abord, quel est le contexte? On se trouve dans une Espagne complètement décadente. 1625, c'est le moment, si vous avez vu Pierrot le Fou de Godard, à un moment, ce personnage est dans une baignoire et il lit une histoire de l'art. Et cette histoire de l'art raconte l'Espagne au moment, justement, du début du XVIIe siècle. Et il dit, l'Espagne était triste. L'Espagne de Velázquez était triste. Un monde de nains, de monstres, difformes, etc. Qu'est-ce que l'Espagne de cette époque-là? C'est une Espagne qui a vécu complètement sur sa grandeur du siècle précédent, l'Espagne des Habsbourg, qui a conquis le monde, qui a conquis les Amériques, qui a gouverné l'Europe, l'Espagne de Charles Quint et surtout celle de Philippe II, l'Espagne, qui est mort en 1598. Et cette Espagne-là, eh bien, elle a vécu dans le faste absolu. Elle a été dans la dépense totale. Si vous connaissez Le Capitaine à la Triste, par exemple, le film qui résume plusieurs romans, vous voyez cette espèce de noblesse désenchantée qui vit sur une grandeur passée, qui devient de plus en plus pauvre, parce que tout l'or des Amériques est passé par l'Espagne, a été dépensé pour partir vers les Pays-Bas. Donc, l'Espagne s'appauvrit, l'Espagne n'est plus maîtresse du monde. Et quelle est la puissance qui commence à monter? La France. La France de Louis XIII, de Mazarin, de Richelieu de Mazarin, plutôt, de Louis XIV, cette France-là est en train de devenir la puissance européenne, avant à son tour d'être supplantée au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, par l'Angleterre. Donc, l'Espagne est en décadence, et il y a une sorte de vacance totale du pouvoir, une sorte de désordre, et une jeunesse insouciante, dorée, qui vit entre des frasques, une sorte d'excentricité, de maniérisme, donc une sorte de dépense sans objet, une manière complètement extravagante qui n'est plus du tout la puissance et la conquête antérieure. Le symbole de cette jeunesse-là, une jeunesse dorée, vous voyez un peu une sorte de Fellini des années 50, 60, la Dolce Vita, mais en pire, d'accord? Quelque chose de cette folie-là, de cette dépense-là, accouche de Don Juan, qui est le représentant de cette noblesse-là. Qui est Don Juan chez Tirso de Molina? C'est le fils du vice-roi. Très important. C'est-à-dire celui qui a une fonction de pouvoir énorme dans les Espagnes, et son fils est un dégénéré. Un dégénéré au sens où il refuse totalement de s'inscrire dans la lignée paternelle. Et je l'ai dit, le rapport initial de Don Juan, c'est celui d'un homme qui blasphème et une statue du commandeur. Don Juan, c'est celui qui refuse la loi du père. Il refuse la loi du père. Il refuse même le nom du père. Première scène de Tirso de Molina. Qui es-tu? Puisqu'il vient de coucher avec une femme. Il va s'enfuir dans la nuit, puisqu'elle n'a pas vu son visage, et elle s'aperçoit que ce n'est pas l'homme qu'elle pensait. Elle sort des flambeaux, cette femme, et elle lui dit, mais qui es-tu? Et que répond le personnage? Un homme sans nom. Un homme sans nom. Don Juan, comme le désir, n'a pas de nom. Et plus tard, on dira de lui, un homme qui a des ailes. Le désir a des ailes. Le désir ne s'arrête pas, ne s'arrête nulle part. Il traverse les murs, il saute par-dessus les barricades. Donc, cette figure-là, du désir, est une figure qui va traverser. Et quelle est la parole que ne cesse de répéter Tirso de Molina lorsqu'on lui dit, mais tu vas payer pour tout ça, tu vas devoir rendre des comptes. Il ne cesse de répéter, j'ai bien le temps de voir venir. J'ai bien le temps de voir venir. On verra. Plus tard. Plus tard. Pas maintenant. Maintenant, c'est quoi? C'est le pur temps de la jouissance. Et ce Don Juan-là
va abuser, puisque c'est le nom, l'abuseur de Séville, d'accord, burlador en espagnol. Burlador, c'est celui qui fait des burlas, des farces, d'accord. Donc, il fait des farces, il fait des tours, et ces tours sont censés être des tours sans conséquence. Sans conséquence, avec à chaque fois une femme qui va se retrouver arrachée à quelque chose, arrachée à son père, arrachée à son mari en pleine noce paysanne, où arrive Don Juan et il l'emmène la marier. À chaque fois, Don Juan, et c'est pour cela qu'il est iconoclaste, il détruit des idoles, il détruit les valeurs de la société, et quelles sont ces idoles qu'il détruit? Le devoir, la famille, le mariage, la société patriarcale. Donc, il représente un danger. Et pourtant, il n'a pas de projet. Il est simplement dans l'instant de la jouissance, il est simplement dans le plaisir immédiat. Ce n'est pas du tout une forme, si vous voulez, de révolutionnaire avec un projet, ce n'est pas un poète maudit, ce n'est pas un nihiliste qui veut détruire le monde, il n'a pas de projet. Il est simplement dans le plaisir du moment. Et ce plaisir du moment menace une société qui repose sur la domestication des pulsions. Le roi, le père, toutes ces figures-là structurent la société pour tenter de contrôler les pulsions. Or, ce que fait ce donjon-là, c'est une libération de ces pulsions-là. C'est-à-dire qu'en séduisant ces femmes, il libère aussi ce que devait être la place de la femme, qui devait passer du père au mari. Et donc, il met en cause un certain ordre. Si bien qu'il y a une sorte de complot organisé. Le roi essaye d'ailleurs d'abord de punir Don Juan de façon graduelle, le temps de l'exiler, puis de le marier, et à chaque fois cela échoue. Don Juan continue à s'échapper, il échappe par définition, si bien qu'il est tué par l'Église, il est tué par la statue du commandeur. Est-ce qu'il s'agit d'un complot qui est un complot, si vous voulez, céleste ou un complot terrestre? On ne le sait pas. On ne sait pas, le texte ne dit pas si c'est absolument surnaturel ou s'il s'agit, au contraire, d'une sorte de règlement de compte, de justice politique. Donc, Don Juan, si vous voulez, ici, c'est un homme sans projet, une figure du désir qui est dans l'instant et qui pourtant va mettre en cause l'ordre politique et donc se retrouve détruit. On voit maintenant que la figure de Don Juan est en un sens un archétype du désir. Et c'est en particulier vrai chez Molière et chez Tirso, comme ce sera le cas chez Mozart. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a un rapport au temps particulier de Don Juan. Don Juan est celui qui est dans l'instant et qui ne connaît pas le lien entre un moment et un autre. Don Juan est celui qui est perpétuellement changeant. J'ai dit, tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Il est celui qui, constamment, est traversé. Il est fluctuant, comme la mer, l'image qu'on trouve souvent. Et Kierkegaard, ou bien, lorsqu'il parle du stade esthétique, il dit le stade esthétique est celui de la jouissance, et c'est une jouissance de l'instant, et donc il n'y a pas de projection. Donc, un temps qui est un temps immédiat, un temps du désir. C'est pour ça, disais-je, que chaque femme est la femme absolue. Désir absolument sincère de la part de Don Juan. Il ne fait pas semblant de désirer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, fondamentale dans ce désir, c'est qu'il est un défi. Il est un défi parce que le désir de Don Juan est une manière de contester le mariage, la religion. Elvire est arrachée à un couvent. C'est une manière de contester le père. C'est une manière de ne pas tenir son nom, de ne pas tenir son rang. Le père ne cessera de venir lui dire « mais tu ne tiens pas ton rang, tu déshonores ton nom ». En termes psychanalytiques, une lecture qui a pu être faite de Don Juan, c'est qu'il y a ce rapport pervers à la loi. C'est une manière de défier la loi, c'est-à-dire d'avoir la loi qui dit « tu ne dois pas faire ça », et puisqu'on me dit que je ne dois pas le faire, eh bien, je vais le faire. Et je vais jouir de le faire. Et plus on me dit de le faire, de ne pas le faire, et plus je vais le faire. Donc il y a une surenchère, si vous voulez, dans la transgression qui va aller de plus en plus loin, parce que ça provoque une jouissance de la conscience de braver la loi, et d'une certaine manière de la remettre en cause. Et plus on la remet en cause, évidemment, plus on affirme la loi. C'est ce rapport étonnant qui se joue entre le désir et la loi. Dans cette transgression-là, il faut quoi? Il faut quelqu'un qui regarde. Et c'est le rôle de Sganarelle. Il faut pouvoir avoir quelqu'un qui se rend compte qu'il y a une loi qui est violée et qui va évidemment en être offusqué. Sganarelle ne cesse d'être offusqué par toutes les frasques de Don Juan. Donc, Don Juan
c'est l'archétype d'un aristocrate qui est un grand seigneur, mais un grand seigneur paradoxalement, qui a beau être dans la dépense, la puissance, etc., mais qui ne tient pas parole. C'est celui qui refuse le lien entre deux moments du temps. Par exemple, les serments n'ont pas d'importance. Le serment, c'est dire aujourd'hui, je te promets que plus tard, il y aura ça. C'est-à-dire que ça relie le présent et le futur, si vous voulez, deux points du temps. Don Juan refuse ce lien-là. Don Juan refuse aussi les dettes de M. Dimanche. Il ne paye pas ses dettes. Il est celui qui ne tient pas parole, celui qui refuse toute forme d'obligation. Obligation familiale, obligation politique. Il refuse cette forme de lien-là. Il y a d'ailleurs un poème de Baudelaire, Don Juan aux Enfers, où Don Juan est sur la barque. Tout autour de lui sont toutes ses victimes. Il y a les femmes sur les berges, il y a Sganarelle qui rit en réclamant ses gages, il y a la statue du commandeur qui tient la barre, et le dernier vers est le calme héros, couché sur sa rapière, regardez le signage et ne daignez rien voir. Donc, Don Juan ne regarde pas toutes les victimes, ne fait attention à rien, et a une sorte d'innocence, comme si son désir n'était même pas une culpabilité, comme si son désir était innocent, et comme si il avait simplement affirmé qui il est, sans se soucier des conséquences. Rapport au temps, rapport à la parole, particulier chez ce Don Juan. Alors, et ce sera par là que j'en terminerai, on voit que Don Juan existe nécessairement à la fois dans l'affirmation absolue du désir individuel et de cette singularité, et en même temps, il existe en couple. Il existe d'abord en couple avec cette statue, cette figure de Pierre, du Père, qui est là pour marquer l'incarnation de la loi. Un commandeur, déjà c'est un chef militaire, en plus une figure paternelle, puisque c'est le père d'une fille qui l'a tué. Au début d'ailleurs de l'opéra de Mozart, cela commence comme ça, par le meurtre du commandeur, et cette statue revient, une statue qui marche, comme le dit Sganarelle. Et cet homme de pierre, donc, qui pétrifie, va écraser la figure insaisissable de vent qui est Don Juan. Don Juan, c'est l'histoire de la victoire de la pierre sur l'air, au bout du compte. D'où le tombeau et d'où l'ensevelissement. Donc, la manière de tuer le désir, c'est de le pétrifier, de l'arrêter. Quel est ce rapport entre Don Juan et la statue? C'est le même rapport qu'entre un homme et une femme qui se promettent l'un à l'autre. Don Juan, voulez-vous me donner la main? Comme on donne la main à une femme qu'on aime. Oui, je vous donne la main. Donc, ce lien-là, le rapport entre le désir et la loi, ce rapport de transgression, va aboutir à la mort et à la disparition de Don Juan. Mais Don Juan n'est compréhensible que dans ce rapport à la statue du commandeur. Et je vous rappelle que c'est l'origine du mythe. La deuxième relation, c'est la relation à Sganarelle. Sganarelle, qui est le témoin, qui est le double. Il y a d'ailleurs un texte de psychanalyste Audoran qui s'appelle Le Double et qui montre comment, bien évidemment, comme dans Don Quichotte et Sancho Panza, cette figure-là de dualité. Vous avez le noble qui va oser, mais qui incarne une figure diabolique, puisqu'on a présenté parfois le désir sensuel comme précisément ce qui caractérise le diable, le fait de suivre toutes ses pulsions, à l'inverse du héros qui serait un héros positif, angélique. Eh bien, cette figure diabolique-là est face à un valet, et ce valet est ridicule. Donc, Sganarelle, lui, n'est pas du tout la représentation positive, si vous voulez, de quelqu'un qui croirait, par exemple, les préceptes de l'Église. En quoi est-ce que croit Sganarelle? Il croit dans le moine bourru. Le moine bourru. Pour cela, d'ailleurs, que Molière a été accusé d'être athée, de railler l'Église. On a dit, vous ridiculisez celui qui devrait dénoncer Sganarelle. Vous en faites un superstitieux qui croit des choses stupides. Donc, Sganarelle, lorsque Don Juan va se battre, lorsque Don Juan est attaqué, il court se cacher. Il a la diarrhée. C'est une figure évidemment grotesque qui était jouée de façon tout à fait farcesque par Molière. Donc dans ce tandem-là, vous avez, comme toujours chez Molière, personne n'a raison. Molière construit des couples pour faire une critique croisée. Et puis, la troisième relation, c'est la relation à la femme, les femmes successives, la noble, les paysannes, les bourgeoises, toutes ces catégories de femmes qui sont comme des incarnations successives de tous les états possibles de la société. Donc on voit que ce point de singularité, ce désir masculin, parce qu'il s'agit ici, dans une société patriarcale, cette forme-là, d'ailleurs il y a des formes qui ont été faites, notamment Roger Vadim a fait un film Don Juan, enfin, il y a eu la question du renversement évidemment, eh bien cette figure de Don Juan-là
elle ne peut se comprendre, à mon avis, c'est par là que je terminerai, que dans cette double relation. C'est-à-dire, il y a un texte qui a été écrit qui s'appelle le plus court Don Juan du monde et qui tient en 2 mots. Acte 1, scène unique. La femme, oui ou non? Don Juan, non. Acte 2, scène unique. La statue, oui ou non? Don Juan, oui. Donc, le refus, si vous voulez, de s'engager dans l'amour, je trouve cette pièce absolument brillante, de synthèse. Le refus de l'engagement amoureux, de l'engagement à la femme, d'un côté, a pour contrepoint le défi à la loi. Oui, je prends la main, oui. Don Juan, vous m'avez invité à dîner, dit la statue chez Mozart, je suis venu, donc, et elle accepte jusqu'au bout, jusqu'à la mort. La raison, à mon avis, ce sera ma conclusion, pour laquelle Don Juan reste héroïque, c'est qu'il suit son désir jusqu'à la mort, sans lâcheté. Il n'y a aucune lâcheté chez Don Juan. Il y a évidemment un parcours semé de cadavres en termes d'honneur, etc. Mais il y a une manière héroïque d'aller de défi en défi et d'une certaine manière de braver l'ensemble des codes sociaux, l'ensemble des normes morales. On a bien là une forme d'héroïsme du désir qui fait, à mon sens, de Don Juan non seulement un héros, non seulement un conquérant comme Alexandre, comme on l'entend à l'intérieur de cet extrait que vous avez vu. Il voudrait qu'il y ait d'autres mondes, ce qui en fait vraiment une figure héroïque. Mais à mon avis, Don Juan est le meilleur des acteurs. C'est pour ça que c'est un personnage de théâtre, parce qu'il peut prendre tous les masques, il peut jouer toutes les formes d'amoureux, il les ressent, il peut utiliser toutes les langues, il est capable de parler de toutes les manières possibles. Il est dans l'instant pur, il est celui qui va être au présent absolu, il est absolument énergie, il est absolument singulier, absolument incarné. Sans doute, ce héros du désir est-il le plus grand des acteurs. Je vous remercie.